Oh là 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 là. Les gars, que ça a été dur ce soir, que ça a été dur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Débrief du match entre le Levante et le FC Barcelone. Et les gars, que dire, que dire? Il y a eu tellement de choses dans ce match. On va déjà commencer par le commencement. Voilà, donc première mi-temps. Une première mi-temps vraiment catastrophique, je le dis. Voilà, de toute façon, je suis pas content du match, hein, on va pas se mentir. Première mi-temps catastrophique, voilà. On se fait bouger dans tous les sens, malgré que les Ventés jouent avec un bloc bas, malgré qu'on ait la possession. On se fait bouger. Dès que les Ventés dégageaient le ballon et avançaient, les attaquants de l'Éventé, ils nous bougeaient. Voilà, en fait, le piège du hors-jeu, c'est ça qui me dérange avec le piège du hors-jeu. C'est que le piège du hors-jeu, c'est très efficace. Voilà, ça va marcher dans 90% du temps, ça va très très bien marcher. Mais quand sur le match en question, ça ne fonctionne pas, parce que au bout de la 15e minute, l'Éventé a compris comment faire pour contrer le piège du hors-jeu. Et ils l'ont exploité. Ils l'ont exploité. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on n'arrive pas à jouer autrement. J'ai l'impression qu'on ne sait limite même pas défendre, en fait. C'est triste à dire, mais sans le piège du hors-jeu, on a vraiment un problème défensif de taille. Et ça, franchement, c'est un problème qu'il faut absolument régler. Je ne comprends pas comment, au bout d'un moment, malgré que Levante faisait en sorte de ne jamais dépasser la ligne médiane pour lancer l'attaquant, comment ça se fait que nous, on continue à jouer le piège du hors-jeu? Je ne comprends pas. Mais voilà, et au final, on se prend deux buts. Voilà, bon, il y a un penalty dans l'histoire, mais le premier but qu'on se prend, les gars, comment on peut se prendre ce but? Franchement, je le dis. Mais de toute façon, honnêtement, je ne vais pas dire qu'on mérite de perdre le match, parce que voilà, on l'a gagné, et on l'a gagné, on est bien revenu, machin. Mais honnêtement, ouais, j'avais fait un TikTok débrief de la première mi-temps où clairement j'étais en colère et en vrai je le suis encore parce que pour moi c'est pas normal qu'on galère autant, surtout face à un promu. Même si on connaît les Ventés, on sait que ça peut être un match piège et je l'avais senti le match piège. Honnêtement, voilà, j'en voyais certains dire ouais on va gagner 5-0 machin. Ah, les gars, moi je sentais le match piège avec Morales notamment, qu'on connaît très très bien, parce qu'à chaque fois contre le Barça, lui, il est trop fort en fait. Il active son prime, c'est incroyable. C'est comme Iago Aspas en fait, avec le Celtic, avec le Celta, pardon, excusez-moi, avec le Celta Vigo. C'est en fait comment ça se fait, comment on peut se prendre deux buts en première mi-temps, et limite, j'ai l'impression que, surtout après le premier but, parce que le deuxième but, il est arrivé juste avant la mi-temps, comment après le premier but, on ne réagit pas, que ça soit défensivement et offensivement, parce qu'offensivement, c'est pareil, offensivement, ça a été extrêmement pauvre en première mi-temps. Honnêtement, il y a eu aucune occasion dangereuse de la part du Barça, à part une, et je vais revenir sur lui, Ferran Torres. Ferran Torres. Ferran. Bon, tu marques ton but, ça sauve ton match ce soir. Ça sauve ton match ce soir. Mais honnêtement, l'occasion là, où tu es en un contre un, tu es tout seul dans la surface et tu mets la barre, je jure, comment c'est possible de rater ça? Non, franchement, moi j'aimerais bien comprendre comment c'est possible en vrai. Comment c'est possible de rater ça? Parce que, en fait, j'ai l'impression que Ferran, on pousse pour qu'il soit titulaire, on pousse pour qu'il prenne la place de Lewandowski, mais j'ai l'impression que quand il est titulaire, Ferran, bah, il est moins fort que quand il rentre en jeu. Genre, c'est difficile à expliquer, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un super sub. Voilà. C'est vraiment un super sub. Et quand il est titulaire, j'ai plus de mal. J'ai l'impression qu'il arrive moins. J'ai l'impression que, je sais pas, peut-être qu'il se dit que comme il a plus de temps, bah peut-être que voilà, il peut moins se la donner. Je sais pas. Je doute pas du tout de Ferran Torres. Pour moi, c'est un très très bon joueur et il nous a énormément aidé au Barça. Mais c'est vrai que des fois, quand il est titulaire, il a un peu ce problème. Il a un peu ce problème de bah, je suis moins efficace quand je suis titulaire. Et ça, franchement, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Encore plus dans un match comme ça. À la limite, il fait ça en un match où, vas-y, on gagne 3-0 et bon, voilà, on s'en fout. Mais là, dans un match comme ça, je suis désolé, ce n'est pas possible de rater ce genre d'occasion. Quand c'est la seule occasion de ta mi-temps, la seule vraie occasion, tu n'as pas le droit de rater ça. Bon, heureusement, en deuxième mi-temps, ça va beaucoup mieux. Il marque son but sur l'égalisation. Euh, mais voilà, pour dire que Ferran, des fois, attention.
des fois, attention, parce que des fois, tu te laisses un peu aller. Non pas que, attention, tu dois être remplaçant tout le temps et tout ça, non, non, mais il faut que des fois, quand il est titulaire, il faut qu'il se la donne beaucoup plus. En plus, sous Hansi Flick, il demande que ça, que le Barça se donne à 100%, même quand on gagne genre 4-0. Et c'est ça que j'aime bien avec Flick, c'est cette mentalité-là où on ne doit pas s'arrêter. On l'a encore fait aujourd'hui, là. À la fin du match, quand on a mis le troisième, on ne jouait plus. Et je ne sais pas pourquoi on fait ça, alors que la saison dernière, typiquement, on ne le faisait pas. Euh, Même si je comprends qu'il ne faut pas trop se fatiguer, que voilà, parce que la saison est longue. Et je pense que ça, les joueurs l'ont bien, bien compris, euh, notamment avec les blessures qu'on a eues en fin de saison. Mais voilà, des fois, les gars, déjà, on montre un visage très moyen ce soir, à part pour un joueur, que je vais en parler après. Mais honnêtement, voilà, il faut se la donner, il faut faire l'effort. Surtout quand il reste 5 minutes, ça ne va pas changer grand-chose. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, je vais venir sur Pedri. Monsieur Pedri Gonzalez, qu'est-ce que c'est que cette frappe? Qu'est-ce que c'est que cette frappe que tu nous as mise? Mais c'est. En fait, ce mec, il a tout. Voilà, je ne sais pas comment dire. Ce mec, il a vraiment tout. Genre, il sait faire des passes, il sait dribbler, il sait calmer le jeu, il sait trouver des espaces, il sait tirer. Mais c'est incroyable, ce mec est exceptionnel. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et je le pense sincèrement. Euh, pour moi, il est devant Vitinha, il est devant Bellingham, il est devant tout le monde. Ce mec est exceptionnel. J'ai l'impression que même on n'en fait pas assez avec Pedri, en fait. J'ai l'impression que on en parle, mais voilà, on parle plus de Lamine Yamal. Après, forcément, Lamine Yamal, c'est plus le côté impressionnant aussi. Mais les gars, Pedri, mais qu'est-ce qu'on ferait sans Pedri? Mais moi, je me le demande. En fait, ce mec ne doit jamais être remplaçant. Ce mec ne doit jamais sortir. Et en espérant qu'il ne se blesse pas, qu'il ne se blesse plus, mais ce mec ne doit jamais sortir du 11. Je le dis, que ça soit titulaire ou que ça soit pour le remplacer en plein match. Il est beaucoup trop fort. Ce mec, c'est un chef-d'œuvre humain. Je le dis, c'est un chef-d'œuvre humain. Ça me fait rappeler Xavi Iniesta. Pas aussi fort, attention, je ne compare pas, mais il me fait rappeler ces deux joueurs-là en même temps. Mais c'est ça qui est fou avec ce gars. C'est ça qui est fou avec ce mec. Voilà, Pedri, match exceptionnel, élu homme du match, évidemment, parce que c'est le meilleur Barcelonais ce soir. Voilà, il faut le dire, c'est le meilleur Barcelonais ce soir. C'est lui qui marque le but, qui déclenche la remontada. Et honnêtement, merci Pedri. Merci Pedri, parce que sans toi, là, on perd ce match. On perd ce match et on le perd 3-0. Je le dis, on le perd 3-0 sans Pedri. Voilà, parce que les Levante, malgré tout, ils ont quand même essayé de continuer. Bon, forcément, ils n'avaient plus la même forme physique qu'en première mi-temps, mais ils ont quand même essayé. Et Pedri, il est venu casser ce truc-là, casser cette routine, on va dire, qu'il y avait dans le match. Et il a redonné espoir. Le mental qu'il a, c'est exceptionnel. Franchement, Pedri, t'es trop fort. Pedri, il ne perd jamais un ballon. Pedri, c'est toujours une passe intelligente. Parfois, elles peuvent être manquées, mais c'est toujours dans l'intelligence, c'est toujours dans la recherche de la meilleure solution. Voilà, Lamine Yamal qui fait un bon match, mais qui quand même s'est bien fait pocket. Voilà, à chaque fois, il venait à deux sur lui. Mais bon, Manu Sanchez en face, il a aussi très très bien joué contre la Yamal. Franchement, il a fait des interventions. Voilà, j'étais un peu dépité, et honnêtement. J'étais en mode, ouais, bah, ce soir, il y a mal, malheureusement. Il n'est pas mauvais, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas et il n'a pas trop réussi ce soir, malgré qu'il fasse le centre qui mène au but contre son camp. C'est là que tu vois que jusqu'à la fin, en fait, il y a mal. Il est tellement fort que je ne vais pas dire que c'est lui qui fait gagner le match, mais pas loin. Finalement, c'est quand même lui qui amène au but contre son camp avec son centre enroulé, pivoté, magnifique. Mais honnêtement, Yamal, ce soir, ça a été dur, ça a été compliqué. Euh, mais voilà, ça reste quand même un assez bon match de Yamal. Euh, Rafinha, en 10, j'ai pas kiffé. Honnêtement, j'ai pas kiffé. Alors, j'ai déjà kiffé des matchs de Rafinha en 10, hein. Il a déjà très, très, très bien joué. Mais là, ce soir, c'était pas ça. J'ai l'impression qu'en fait,
on le sent que Rafinha, c'est pas un 10 parce que quand il était placé en 10, à chaque fois, il allait à droite, il collait la Yamal. Et tu as l'impression qu'il y avait ce manque, en fait, il y avait ce manque de milieu offensif. Il y avait une espèce de trou, en fait. Parce qu'à chaque fois, Rafinha, il partait du côté. Et finalement, j'ai l'impression que l'entrée de Dani Olmo, elle a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que on s'en rend peut-être pas compte, parce qu'il n'a pas fait de passe D, il a pas marqué. Enfin, en tout cas, passe D, je me souviens pas forcément, mais il me semble qu'il n'a pas fait de passe D. Mais voilà, l'entrée de Dani Olmo, c'est comme s'il y a eu un joueur en plus, un surplus, ensuite Rafinha qui retourne à droite et qui fait une bien meilleure, qui retourne à gauche, pardon, et qui fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Voilà, Rafinha, sa deuxième mi-temps, elle est bonne. Elle est bonne. Franchement, il n'y a rien à dire. Rafinha, c'est un ailier. Qu'on le veuille ou non, même si, oui, ça fait rêver un petit Rafinha en 10 avec l'efficacité qu'il a. Mais justement, moi, je pense qu'en 10 Rafinha, il serait beaucoup moins efficace en termes de stats, en termes de buts. Peut-être pas en termes de passe D, mais en termes de buts, il serait beaucoup moins efficace. Et franchement, je préfère Rafinha sur un côté. Voilà. L'entrée de Lewandowski, que j'ai plutôt bien aimé aussi. Euh, honnêtement, j'ai trouvé que Lewandowski, il avait apporté ce truc, surtout qu'il a fait, Hansi Flick a fait entrer Lewandowski, mais en ne sortant pas Ferran Torres. Il a fait sortir Baldé, ce qui a fait qu'offensivement, on est allé chercher cette victoire. On est vraiment allé la chercher. Il y avait du surplus offensif. Voilà, ce qui a déstabilisé les Ventés parce que du coup, ils n'arrivaient plus à sortir au vu du pressing qu'on leur mettait. Et honnêtement, voilà, Lewandowski, il a fait beaucoup de bien aussi. Même s'il ne touche pas énormément de ballons, on sent que il apporte ce truc où les défenseurs, ils sont obligés de rester sur lui parce que Lewandowski, c'est beaucoup trop dangereux quand il est tout seul. Voilà, j'ai énormément aimé la rentrée de Gavi aussi, qui je trouve que avec Pedri à côté, qui faisait une masterclass ambulante, je trouve qu'il apportait cette sérénité au milieu de terrain. Voilà, même si j'ai pas détesté le match de Casado, honnêtement, pour moi, Casado, c'était peut-être le meilleur Barcelonais en première mi-temps. Mais on sent que Gavi, il y a ce truc où il y a un peu ce côté physique aussi, mais il y a ce côté sérénité. Il y a ce côté sérénité vraiment où dès qu'il a le ballon, lui aussi, c'est un, c'est un génie du ballon en fait. C'est lui aussi, il a trop de maîtrise, il a trop de contrôle. Et en plus, quand tu as un Pedri à côté qui te fait une masterclass, qui ne perd pas un ballon, t'es tellement serein. Et moi, je trouve que, moi, je le dis, mon milieu de rêve, c'est Pedri Gavi qui jouent ensemble. Voilà, j'aimerais que Gavi saute De Jong, même si j'adore De Jong et que on va dire qu'après j'ai un problème avec De Jong, mais pour moi, Gavi, je le redis encore une fois, c'est un petit peu mon chouchou. Voilà, je ne saurais même pas comment l'expliquer réellement, mais j'aime trop ce joueur. J'aime trop ce joueur parce qu'en fait, on voit pas forcément tout ce qu'il apporte. Forcément, il joue à côté d'un Pedri, il joue à côté d'un Lamine Yamal. Et on s'en rend pas compte qu'en fait, Gavi, c'est vraiment trop fort. Et voilà. Baldé qui fait un match plutôt moyen, honnêtement. C'est lui qui concède le penalty. Même si pour moi, le penalty, franchement, il est franchement sévère. Et c'est pas pour faire ma mauvaise foi ou quoi. Mais honnêtement, quand au dernier Classico en Liga, Tchouaméni, on lui tire dans la main, on lui tire dans le bras qui est bien plus décollé que le bras de Baldé ce soir, et que c'est le même arbitre en plus qui va voir la VAR et qui ne siffle pas penalty, euh, il y a quand même des questions à se poser. Même si pour moi, c'est pas un scandale de siffler penalty, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu deux poids, deux mesures en fait. Parce que c'est limite exactement la même action. Et là, il va voir la VAR et en 2 secondes chrono, il revient, il siffle le penalty, alors que Tchouaméni, il a passé 5 minutes et au final, il ne le siffle pas. Mais bon, bref, je vais pas. C'est pas pour dire que le Real est avantagé, je dis juste que parfois, il y a deux poids, deux mesures et que ce genre de main, c'est un petit peu relou parce que c'est compliqué à analyser en fait. Parce que tu peux siffler, tu peux ne pas siffler. Et pour moi, comme le ballon est cadré, c'est pas un scandale de le siffler. Voilà, je le dis. Même si je trouve ça un petit peu sévère et que la décision a été prise un petit peu rapidement, mais c'est pas un scandale de le siffler. En tout cas, voilà, remontada. Franchement, on prend les 3 points, c'est le plus important. Personnellement, j'ai pas apprécié le match. Enfin, en tout cas, j'ai pas apprécié le Barça dans sa globalité. Mais les 3 points, c'est le plus important. On est premier du championnat, on a 6 points.
À voir ce que va faire le Real demain. Euh, le Real qui joue contre Olviedo, je crois. Olvido, c'est un promu. Real Olvido, si je dis pas de bêtises. Et voilà, bon, je pense que le Real va quand même gagner assez tranquillement. Donc voilà, c'était vraiment très important de gagner ce soir. Et on l'a fait avec la manière, parce que les buts qu'on met quand même, c'est des beaux buts. Peut-être pas le but contre son camp, mais on est allé le chercher et c'est ça le plus important. Mais dans la globalité, j'ai pas forcément apprécié le match qu'on a produit. Et honnêtement, il y a quand même beaucoup de choses à régler, notamment ce système de piège du hors-jeu, où pour moi, il faut avoir un plan B, en fait, quand ça marche pas dans le match. Mais voilà, en tout cas, on a gagné et c'est le plus important. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. La paix sur vous.